Votre cash, vos décisions. Bienvenue au podcast Finance 360 avec Alex Demers. Je vous parle d'un des investisseurs les plus suivis de Wall Street. Je parle ici de Bill Ackman. Bill Ackman qui vient de faire un remaniement de son portefeuille. Et ça m'intéresse parce que même si on ne gère pas le même niveau d'actifs, on a plus ou moins la même approche au niveau de nos investissements. D'ailleurs, on a quelques positions en commun dans nos portefeuilles. Donc aujourd'hui, on va regarder les 6 actions que Bill Ackman a achetées. Je vais vous expliquer pourquoi il pense que le marché sous-évalue ces entreprises-là et je vais vous donner mon opinion sur chacune d'elles. Mais avant tout, si vous ne connaissez pas Bill Ackman, c'est un investisseur américain, c'est un milliardaire et c'est le fondateur de Pershing Square Capital Management. Et en date du 30 juin 2026, le fonds principal de Pershing Square y affiche 22,6 milliards de dollars US en actifs sous gestion. Il faut savoir que historiquement, Bill Ackman, il s'est fait connaître comme un investisseur activiste, c'est-à-dire qu'il prenait des grosses positions dans les entreprises, il possédait tellement d'actions qu'il pouvait finalement pousser la direction à effectuer des changements au niveau de la business. Et avec les années, son approche est devenue de plus en plus axée sur l'achat à long terme, du style buy and hold. Et c'est justement pour ça que je trouve que ça vaut la peine d'analyser les positions de son portefeuille parce que vous allez voir que son approche, comme je vous dis, elle ressemble pas mal à ma propre façon d'investir et c'est pas un addon si des fois on se retrouve à acheter les mêmes actions. Par exemple, on est tous les deux actionnaires de Netflix, de Microsoft, Meta, Amazon et Uber. Et Bill Ackman, il décrit son entreprise idéale comme étant une business qui est facile à comprendre, qui est prévisible, qui génère du gros cash flow, qui possède un avantage concurrentiel durable et qui ne dépend pas de l'endettement pour croître. Donc, vous pouvez en déduire qu'on a pas mal les mêmes critères d'investissement. Et justement, si vous voulez aller plus loin au niveau de vos analyses, au niveau de la gestion de votre portefeuille, je fais présentement une promotion Back to School sur ma formation pour les investisseurs autonomes. Je donne un rabais de 30% avec le code promo Alex360 et quand vous achetez la formation, ça vient aussi avec un abonnement d'1 an à mon infolettre Analyse 360. Ça, c'est d'une valeur de 125$ et je vais laisser tous les détails et le lien pour vous inscrire dans la description de l'épisode. Le code promo Alex360 va rester valide pendant 1 mois, donc jusqu'au 15 septembre. Sinon, si je reviens sur mes critères d'investissement, pour ceux qui suivent le podcast depuis un bout, vous le savez, j'ai tendance à acheter des titres quand l'entreprise ou l'industrie en général traverse une passe plus difficile et c'est de même que je réussis à pogner des actions en rabais. Et Bill Ackman est en train de faire quelque chose de similaire dans le sens qu'il a décidé d'investir dans des compagnies qui sont temporairement sous pression. Et sans plus tarder, je vais vous présenter les 6 actions qu'il a rajoutées à son portefeuille. Donc la première entreprise que je vais vous parler, personnellement, ça fait partie de mes bons moves des dernières années. Je parle ici de Netflix. Je vous rappelle que j'ai racheté du Netflix à 2 reprises durant sa drop en 2022 et depuis ce temps-là, l'action a remonté d'environ 350%. Et du côté de Bill Ackman, il vient de redevenir actionnaire de Netflix et je dis bien redevenir parce qu'il avait initialement acheté des actions de Netflix après la correction de janvier 2022. Par contre, 3 mois plus tard, du fait que les actions avaient continué de chuter, il avait vendu ses actions pour une perte de 400 millions de dollars. Et dites-vous que c'est là que j'ai décidé de racheter du Netflix. Je peux-tu vous dire que ça n'a pas été si facile que ça de cliquer sur acheter, dans le sens que oui, j'étais confiant envers l'entreprise, mais avec la perte des abonnés chez Netflix, pour la majorité du monde, la compagnie était comme condamnée. Bref, 4 ans plus tard, avec une autre correction du côté de Netflix, Bill Ackman décide de réinvestir dans la compagnie. Netflix qui a perdu autour de 40% par rapport à son sommet qui a été atteint en juin 2025. En termes d'évaluation, en termes de multiples, le prix est passé de plus de 60 fois le bénéfice par action à seulement 24 fois, ce qui rend sa valorisation beaucoup plus attrayante, surtout considérant le fait que les profits de Netflix pourraient encore croître de 20% par année. Et tout ça pour dire que je reste très confiant encore une fois envers Netflix. Netflix qui est présentement la 5e plus grande position de mon portefeuille. Et le fait que Bill Ackman est redevenu actionnaire, pour moi, ça confirme mon impression que la compagnie est actuellement sous-évaluée par le marché. Si on poursuit avec les achats de Bill Ackman, il a décidé d'acheter 2 entreprises dans le secteur financier. Je parle ici de Visa
Visa et Mastercard. Et je comprends très bien pourquoi ils trouvent ces actions-là intéressantes parce que économiquement, ce sont des modèles d'affaires qui sont extraordinaires. Tu sais, Visa et Mastercard, c'est eux qui possèdent les infrastructures qui permettent de connecter les consommateurs, les commerçants et les institutions financières. C'est un peu l'équivalent d'un poste de payage, c'est-à-dire que à chaque fois qu'une transaction passe sur leur réseau, eux autres, ils vont se prendre une cote. Il faut comprendre que Visa et Mastercard, ils ne prêtent pas d'argent aux consommateurs, donc ils n'assument pas de risque de crédit. En fait, ce sont les banques qui émettent les cartes qui risquent de ne pas se faire rembourser. Ceci étant dit, les actions de Visa et Mastercard, elles sont redevenues attrayantes en termes d'investissement parce que leur valorisation a diminué. En fait, ce sont les multiples du bénéfice par action qui ont baissé et une des raisons derrière ça, c'est que les investisseurs ils commencent à se poser des questions sur les stablecoins et sur les paiements qui pourraient être faits directement par les agents IA. En gros, le marché se demande si les cartes de crédit et les réseaux traditionnels pourraient éventuellement se faire contourner. Et du côté de Bill Ackman, il pense que les stablecoins représentent davantage une occasion qu'une menace pour Visa et Mastercard du fait que, théoriquement, les deux entreprises ils pourraient intégrer cette nouvelle technologie-là à leur réseau actuel. Et de mon côté, je n'ai pas ni Visa ni Mastercard dans mon portefeuille. J'ai du American Express, mais le modèle d'affaires est vraiment pas pareil, là, dans le sens que Amex, c'est eux autres qui émettent leur propre carte de crédit et c'est eux autres qui prêtent l'argent aux clients, ce qui fait en sorte qu'ils vont chercher des revenus avec les frais facturés aux commerçants, avec les frais annuels de leur carte de crédit et les intérêts sur les soldes non payés, mais reste que je vais surveiller le prix des actions de Visa et Mastercard. C'est juste que pour l'instant, à mes yeux, les deux compagnies me paraissent encore trop chères pour dire qu'ils sont réellement en rabais. Et si on poursuit avec le quatrième achat de la part de Bill Ackman, c'est la compagnie S&P Global. Et S&P Global, c'est pas juste la compagnie qui gère l'indice S&P 500, c'est pas mal plus large que ça. Premièrement, il donne des cotes de crédit aux entreprises, c'est-à-dire qu'il évalue à quel point une compagnie est assez fiable pour lui prêter de l'argent. Il gère également les indices boursiers comme le S&P 500 et le Dow Jones. Ils vendent des données sur le marché de l'énergie et ils ont une gamme d'outils qui sont utilisés par tous les analystes un peu partout dans le monde. Et l'enjeu en ce moment, c'est que tout le monde a peur que l'IA vienne remplacer certains de leurs outils de données, en particulier un produit qui s'appelle Capital IQ. Capital IQ, c'est un peu comme un moteur de recherche pour les analystes financiers. Et c'est là que la thèse d'investissement de Bill Ackman devient très pertinente parce que selon ses analyses, il y a plus de 80% des profits de S&P Global qui viennent en fait de trois segments qui restent intouchables. Ce sont les cotes de crédit, les indices boursiers et les données du côté de l'énergie. Ce qui fait peur aux investisseurs, en fait, c'est le fameux Capital IQ. Et c'est ça que le monde a peur que ça disparaisse avec l'IA. Mais dites-vous que Capital IQ, ça représente moins de 7% du chiffre d'affaires de la compagnie. Et c'est encore moins si on regarde du côté des profits. Autrement dit, c'est comme si le marché est en train de punir toute la compagnie à cause d'un petit segment qui a très peu d'incidence sur les résultats financiers. Donc pour moi, S&P Global, c'est probablement la nouvelle position de Bill Ackman que je trouve la plus intéressante. Un peu comme avec mes achats d'Adobe, Salesforce puis Intuit. Je pense que le marché, encore une fois, il exagère par rapport au risque que l'IA vienne remplacer tout ce qui est données, logiciels et autres. Donc c'est pour ça que son achat de S&P Global, je comprends un peu le raisonnement, puis ça me rejoint au niveau de sa thèse d'investissement. Sinon, la cinquième action que Bill Ackman a achetée, c'est la compagnie Intercontinental Exchange, et je suis conscient que le nom vous dit sûrement pas grand-chose, mais dans le fond, Intercontinental Exchange, c'est la compagnie qui possède la bourse de New York et qui a pas loin de 70% de ses profits qui proviennent de ses activités boursières. Intercontinental Exchange, c'est aussi une des références dans le monde en ce qui a trait aux contrats à terme sur le prix du pétrole brut. ICE contrôle environ 90% du marché des futures sur le Brent. Donc le Brent, c'est un des pétroles bruts. Et première des choses,
quand on parle d'une compagnie comme ICE, Intercontinental Exchange, il y a énormément de barrières à l'entrée. Tu sais, une bourse, c'est pas juste un site web ou une application. Là. Tu peux pas créer ça, tu peux pas créer une nouvelle bourse demain matin. Malgré tout ça, en juin de cette année, Intercontinental Exchange avait chuté d'environ 30% par rapport à son pic. Et une partie des inquiétudes, ça concerne encore une fois l'impact de l'intelligence artificielle sur ses activités au niveau des données. Mais il y a aussi la possibilité que de nouveaux produits qu'on appelle les Perpetual Futures, ça vienne un peu concurrencer les marchés traditionnels. Un Perpetual Future, dans le fond, c'est un contrat qui permet de spéculer sur le prix d'un actif, comme le Bitcoin. Plus tard, ça pourrait être le pétrole brut, ça pourrait être l'or, ça peut être n'importe quoi d'autre. Mais contrairement à un contrat à terme traditionnel, il n'y a pas de date d'expiration. Donc, autrement dit, tu peux le garder aussi longtemps que tu veux. Et du côté de Bill Ackman, il pense encore une fois que les craintes sont injustifiées. Son raisonnement, c'est que 95% du volume de transactions chez ICE, ce sont des investisseurs institutionnels. Et pour ce monde-là, les produits traditionnels, ça leur offre des avantages considérables. C'est pour les gros joueurs institutionnels qui utilisent les contrats à terme pour gérer, dans le fond, leur exposition aux matières premières, les produits traditionnels, ça offre des possibilités que les Perpetual Futures n'ont pas. Entre autres, ils permettent de prendre la livraison physique de la marchandise. C'est-à-dire que c'est pas juste de la spéculation. Ces contrats-là, ils servent aussi à gérer des vrais risques commerciaux, entre autres pour les compagnies pétrolières ou d'autres compagnies qui transigent les matières premières. Grosso modo, c'est pas juste une question de préférence, c'est que les gros joueurs institutionnels, ils ont réellement besoin de ce que ICE leur offre pour leur gestion du risque, donc ils vont pas changer du jour au lendemain juste parce qu'il y a une nouvelle technologie qui arrive sur le marché. Tout ça pour dire que je suis bien d'accord avec la thèse d'investissement de Bill Ackman par rapport à Intercontinental Exchange. De mon côté, je suis pas actionnaire de l'entreprise, je veux pas prendre non plus une position là. De mon côté, je considère qu'il y a peut-être de meilleures opportunités d'investissement sur le marché, autant en termes de croissance ou de rendement des dividendes. Donc, c'est pas une compagnie qui m'intéresse pour le moment, mais je comprends le raisonnement derrière cet achat-là. Et pour finir, le 6e investissement de Bill Ackman, c'est dans la compagnie Alcon, symbole ALC. Alcon, c'est un des leaders en ophtalmologie, c'est-à-dire dans la branche de la médecine qui s'occupe des maladies qui sont liées aux yeux. Et Alcon, eux autres, sont spécialisés dans les équipements chirurgicaux. Et je vous explique rapidement c'est quoi leur modèle d'affaires. Alcon, dans le fond, ils ont de l'équipement déjà installé dans un paquet d'hôpitaux puis de cliniques un peu partout à travers le monde. Et une fois que leur équipement est installé, ça prend des produits consommables pour continuer de les opérer. Ça prend des lentilles, des solutions, des instruments qui sont jetables. Et l'idée, c'est qu'Alcon, il vend ces consommables-là qu'il faut racheter constamment. C'est un peu le même principe que quand tu achètes un rasoir puis qu'après ça, tu es pogné pour continuer d'acheter des lames. Alcon, ils vendent la machine une fois en faisant peu ou pas de profit, mais après ça, le client, il est comme captif, c'est-à-dire qu'année après année, il doit continuer d'acheter les consommables et c'est un modèle qui génère évidemment à ce moment-là des revenus prévisibles, des revenus récurrents et surtout, à ce moment-là, c'est difficile de déloger l'entreprise une fois que l'équipement est en place dans un hôpital ou dans une clinique. Et honnêtement, Alcon, c'est l'entreprise la moins connue du grand public parmi les 6 nouvelles positions de Bill Ackman, mais personnellement, c'est vraiment le genre de business dans laquelle je pourrais investir. Donc, Alcon, peut-être une action à surveiller. Et je vais conclure l'épisode en vous disant que même si j'ai une stratégie d'investissement qui se rapproche de celle de Bill Ackman, nos portefeuilles ils restent très différents. Au-delà de l'actif sous gestion, il gère un portefeuille qui est beaucoup plus concentré que le mien. T'sais, actuellement, je dois avoir entre 35 à 40 positions, tandis que lui, il détient seulement 14 entreprises. Donc, clairement, on n'a pas le même niveau de concentration. L'autre chose, c'est que même si on a des critères d'investissement similaires, on n'a pas toujours la même vision sur toutes les compagnies non plus. T'sais, le meilleur exemple que je peux penser, c'est Google. De mon bord, Google, c'est l'une des plus grandes positions de mon portefeuille. J'ai
une pondération de plus de 7,5% dans Alphabet. Et à l'inverse, Bill Ackman, lui, vient de décider de vendre toute sa position dans Google. Il a fait ça durant la première moitié de 2026. Tout ça pour dire que je n'essaie pas de bâtir mon portefeuille en essayant de deviner ce que Bill Ackman va acheter ou vendre. Oui, j'aime son approche, j'aime ses analyses, ses thèses d'investissement, mais je ne vais pas copier aveuglément ses transactions non plus. Au même titre que vous ne devriez pas copier les investissements d'un gars qui anime un podcast. Donc, je vous rappelle que tout ce que je viens de dire, ce ne sont pas des recommandations d'investissement, ce ne sont pas des conseils financiers. Vous devez faire vos propres recherches avant d'investir. Et sur ce, je termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.